Toute activité démarre par un start. Et finalement, quand on démarre son activité par un start, c'est par trois possibilités. La première, c'est qu'on démarre une activité par une association d'activités existantes. C'est qu'on travaille en maison médicale, qu'on travaille dans un pool médical, en sous-traitance, en consultance. Mais finalement, là, on connaît plus ou moins les conditions de ses revenus et on doit gérer des conditions de dépenses. Ce qui est déjà plus compliqué, c'est quand on démarre une création d'activité. Pourquoi une création d'activité va déjà demander une analyse préalable, dans la mesure où une création d'activité va nous demander de vérifier à quel moment le seuil de rentabilité de cette activité va pouvoir être atteint et surtout quand on va pouvoir le rencontrer. Et puis, souvent, plutôt que créer son activité, on est dans le cadre de reprise d'activités existantes. Mais là, on a deux scénarios souvent possibles. Soit on est dans une activité d'une reprise familiale, soit on est dans une reprise externe. Et on va voir tout au long de l'exposé que tout ça ce start va demander une intervention préalable d'analyse pour voir si tout ça tient la route et continue à tenir la route tout au long de l'existence de ces activités. Quand on est une activité starter ou en activité de reprise, il existe des primes. Et aujourd'hui, le bureau est agréé aussi bien à la région wallonne que sur Bruxelles-Capitale pour permettre la subsidiation d'activités starter comme d'acquisition d'activités d'entreprise. Ce qui est important, c'est tout au long de l'activité de bien regarder ces flux de cash que l'activité génère. Ces flux de cash, il n'y a pas 36 solutions. Soit on les conserve pour l'activité, soit on les prend pour le privé. Et l'euro gagné, il va soit aller d'un côté, soit de l'autre, et jamais multiplié par deux, des deux côtés en même temps. Quand je suis pour l'activité, si je suis dans une activité reprise, je vais devoir à ce moment-là faire attention que le cash activité permet en même temps de financer la reprise, en même temps financer les besoins propres de l'activité, les besoins propres du privé et éventuellement mettre un plan d'épargne. Donc, on voit à nouveau que ces flux de cash, c'est des choix de chemin, finalement, qu'on va devoir penser. Et la réussite ou l'échec d'un projet va toujours dépendre des choix qu'on va mettre et des moyens qu'on a à sa disposition par rapport à ces quatre opportunités. Comment fixer son objectif ? Le cash disponible, soit il sert à financer l'activité, soit il sert à financer le privé. Si l'activité ne génère pas assez de moyens pour financer le privé, il faut revoir soit les besoins de la vie courante, soit les engagements, soit le coût de structure de l'activité. Ce qui est important aujourd'hui d'être attentif, on est dans un monde qui bouge énormément, et dans ce monde qui bouge, on est dans plein feu de l'action, d'une modernisation de l'activité pour réduire ses coûts de structure. Il est important de bien organiser son prélèvement pour optimiser son coût fiscal du besoin. Et ces trois éléments sont les moteurs finalement de la réussite de n'importe quelle activité. La modernisation de l'outil permet de diversifier la communication, ça c'est important, puisque aujourd'hui on ne peut pas faire abstraction ni du web, ni d'Internet, ni de ces moyens de communication modernes. Deuxièmement, ce qui est important, c'est d'automatiser les outils informatiques pour diminuer le coût administratif récurrent. Optimaliser sa fiscalité permet d'augmenter le potentiel du net. Et ce qui est important aujourd'hui, malheureusement, en fonction de public cible client, pour pouvoir maintenir le potentiel de ce public cible, on va devoir diversifier son offre par rapport à des consommateurs qui sont et qui ne réagissent pas de la même manière. Si ce n'est pas possible, malheureusement, c'est l'échec. Pourquoi ? Parce que le cash disponible de l'activité ne permet pas de financer et l'activité et le besoin d'activité du privé. Et à partir du moment où mon revenu généré par l'activité est inférieur aux besoins de l'activité et aux besoins privés, je ne sais pas réussir mon projet. Une fois qu'on a un excédent de cash sur l'activité, on rentre dans les conditions de l'épargne finalement. Et ces conditions de l'épargne, on peut faire un petit test ici dans la salle. Qui est et qui croit qu'à partir du moment où on doit faire de l'épargne, et on décide de faire de l'épargne, demain, voilà,
dès le mois prochain, on dit tiens, on va mettre 150 € de côté. Et le premier choix qu'on va avoir, dire bien, sur mon salaire qui arrive, dès qu'il arrive, je vais prendre les 150 € et je vais les mettre sur un compte privé et je vis avec le reste. L'autre solution, c'est dire, moi, franc battant, je suis un super gestionnaire, je sais compter, je fais attention à mes sous, et je vais attendre la fin du mois et je verrai bien ce qui reste. Et sur base de ce qui reste, je le mettrai sur mon livret. Mais dans la salle qui est persuadée que la première solution est la bonne solution. Pas tous à la fois. Mais en réalité, c'est la solution. Pourquoi? Parce que finalement, c'est l'organisation de la dépense qui va déterminer la capacité d'épargne et pas ce qu'on gagne. Parce que finalement, c'est ce qu'on est d'accord de consommer qui va déterminer notre capacité d'épargne. Je peux demain gagner 1 000 €, 5 000 €, 10 000 €, 20 000 €. Si j'ai décidé de tout consommer, je n'épargnerai rien, malgré que mes revenus sont peut-être multipliés par 20 par rapport au poids de départ. Donc, ce qui est important, c'est l'organisation du prélèvement. Pourquoi? Parce que cette organisation de prélèvement va permettre de déterminer l'engagement, le besoin de la vie courante, le surplus sert à financer l'activité ou à préparer son épargne pension. Comment? L'organisation du prélèvement va permettre le transfert de l'activité du besoin dans l'engagement privé et va permettre le transfert du besoin privé tout simplement. Et ce qui reste sur le compte activité en surplus, eh bien l'épargne. Si je mets mon feu rouge de la dépense sur le compte besoin privé, je vais garder mes conditions d'épargne. Si je mélange tout et que je mets mon feu rouge dans le compte activité, je suis dans la situation où je décide d'épargner ce qui reste sur mon compte. Donc, l'organisation de la fiscalité n'est qu'un moyen, comme l'organisation finalement du prélèvement. L'organisation de la fiscalité va simplement permettre d'augmenter le disponible net en diminuant le coût fiscal du transfert privé et le coût fiscal de l'épargne. Comment? En organisant la fiscalité du prélèvement. Si je suis en activité indépendante, profession libérale, personne physique, on voit que mon organisation de ma fiscalité elle est réduite à peau de chagrin. C'est du revenu du travail. Et malheureusement, on est les champions du monde, et c'est reconnu dans la presse par les pouvoirs politiques et compagnie, sur la taxation du travail. Et la taxation du travail, on est super vite à une taxation à 60% si on tient compte du coût social et du coût fiscal. L'activité à travers l'outil société, donc on voit bien que ce n'est qu'un moyen qui va nous permettre de répartir ce qui était préalablement taxé uniquement en revenu du travail sur 3 types de revenus, le revenu du patrimoine, le revenu du travail et le revenu du capital. Et chaque type de revenu va nous permettre d'avoir une fiscalité et un coût fiscal différent pour transférer l'argent de l'activité vers le privé. Donc, une fois qu'on s'est mis dans les bonnes conditions au niveau du prélèvement et qu'on a mis les bonnes conditions dans ce prélèvement sur la fiscalité du prélèvement, de facto, on va être dans les conditions de créer son épargne. On va être tout de suite mis devant des choix d'épargne et on va voir maintenant que ces choix d'épargne vont être différents et en période et ont des conséquences différentes et au moment de l'épargne et au moment du prélèvement, au moment de la retraite. Donc, ce qui est important, finalement, c'est bien fixer son objectif, puisqu'à partir du moment où je décide de préparer une épargne pension, le premier qui va vous attaquer, c'est votre banquier, votre assureur, et va vous proposer des assurances pension. On va voir maintenant, finalement, quels sont les impacts des différents choix dans l'épargne globale. Quel est mon objectif de l'épargne? Mon problème, c'est que le capital plus le rendement de mon épargne va être supérieur au complément de revenus que je vais avoir besoin post-activité sur une durée. Et je vais devoir tenir compte de l'inflation. Pourquoi? Parce que le besoin au moment de ma pension est supérieur à ma pension légale, tout simplement. Et plus cet écart va être important, plus je vais devoir être actif dans mes choix de préparation de retraite. Si mon objectif, c'est que mon capital plus mon rendement de mon capital futur me permet de couvrir le complément légal
le complément à la pension légale à partir de l'épargne sur une durée en tenant compte de l'inflation. Ça, c'est quand même le point de départ de mon objectif, puisque si je ne tiens pas compte de tous ces paramètres, de facto, je vais me retrouver avec une insuffisance d'épargne au moment de la retraite. Comment? Finalement, on est dans des périodes d'épargne totalement différentes. Il faut tenir compte de la périodicité de la capacité d'épargne. On ne va pas épargner de la même manière, ou on n'aura pas les mêmes moyens en début de carrière, en milieu de carrière, à un moment de sa carrière et en fin de carrière. Quand je démarre une carrière, en général, outre que mes revenus sont déjà un peu plus faibles, qu'on a vu que j'allais parfois devoir mettre des moyens dans l'activité professionnelle, mais également au niveau de mon privé, je suis dans la période de l'installation dans la vie, où je vais acquérir un immeuble, je vais faire des travaux, je vais me marier, je vais faire des enfants, je vais engendrer toute une série de coûts d'installation dans la vie. Et puis, une fois que ces coûts d'installation sont passés, je suis dans une première période qui est une excellente période d'épargne. Et cette première période d'épargne est malheureusement souvent galvaudée, puisqu'on va se retrouver dans le schéma où je dis, finalement, je ne dois pas être très attentif, je peux consommer tout ce que je gagne. En faisant peu attention à sa dépense, donc en mettant le feu rouge au niveau de l'activité plutôt qu'à ce qu'on a décidé de dépenser, de facto, on va réduire ou anéantir la capacité d'épargne dans la première période et on va se rendre compte que finalement, on n'a pas fait grand-chose une fois qu'on rentre dans une nouvelle période, qui est l'épargne qui va redescendre, et on a remis un peu des périodes de temps, donc aux alentours de 40-50 ans. Pourquoi? On se retrouve avec des enfants qu'on a fait dans la première période qui se retrouvent en études supérieures. Et là, on se heurte avec des coûts de cote, d'autonomie, d'argent de poche. Et finalement, le coût d'éducation augmente fortement, ce qui rend la capacité d'épargne plus faible. Et parfois, ça se multiplie par 2, 3, 4, 5 enfants, donc ce qui va allonger la période de capacité beaucoup plus faible. Et on retrouve une bonne capacité d'épargne qui est la deuxième période de bonne épargne. Mais une fois que cette période-là est terminée et que l'installation des enfants est terminée, et on se retrouve là sur la période sur laquelle on va devoir faire l'effort d'épargne définitif. Le problème, c'est si la durée sur laquelle je vais mettre en place cet effort d'épargne définitif est réduite, je n'aurai pas d'autre choix que de prolonger mon activité, soit partiellement, soit totalement, pour ne pas aller prélever trop rapidement dans mon capital pension. Donc, ce qui est important, c'est de tenir compte de son objectif. Il faut que le capital de l'épargne plus ce rendement couvre sur une durée et en tenant compte de l'inflation le complément de besoin par rapport à la pension légale. Si je ne couvre pas ça, de facto, je vais me retrouver à un moment donné avec une insuffisance d'épargne ou avec une obligation de maintenir une activité après l'âge normal de la retraite. Quels sont les types d'épargne? Finalement, on a 4 gros types d'épargne. Les banques, l'assurance, l'immobilier et pour les personnes qui ont une entreprise, la transmission de l'entreprise, qui est un moyen de récupérer un capital au moment de sa retraite. La mise en place d'une stratégie va devoir toujours tenir compte que le rendement plus ce capital de l'épargne soit supérieur au complément de la retraite sur une durée en tenant compte de l'inflation. Donc ça, c'est vraiment important parce que si on ne tient pas compte de ça, de facto, on n'y arrivera pas. Alors, quelles sont les différentes caractéristiques des 3 éléments? La banque va permettre des placements sous forme de plus-value et souvent, en termes de revenus, des intérêts ou des dividendes, donne l'avantage sur ce type de placement d'être sur un capital liquide. Les assurances, vont donner une déduction fiscale, mais avec un rendement faible et, in fine, quand j'arrive à la retraite, vont revenir à un placement bancaire. Et l'immobilier va donner la plus-value, un revenu locatif et va surtout nous rendre un capital non liquide. Donc, si l'incidence sur le capital lors du prélèvement, quand je suis en placement financier, si je prélève mon revenu, alors, de facto, la valeur du pouvoir d'achat de mon capital diminue. Pourquoi? Parce que 100 000 € en 2018, je ne pourrais pas faire la même chose avec les mêmes 100 000 € sur mon compte
en 2028. Pourquoi? Parce que le coût de la vie aura augmenté entre 2018 et 2028 par l'inflation. Et à ce moment-là, mon pouvoir d'achat de mes 100 000 euros a diminué, alors que sur le plan visuel, je n'ai pas perdu un cent. Au niveau du placement immobilier, même si le revenu est prélevé, alors mon capital immobilier conserve sa valeur. Pourquoi? Parce que c'est parce que je mange mes loyers, que mes loyers, je ne peux pas les indexer pour l'année suivante par rapport à l'indice locatif, et que mon immeuble ne prend pas un accroissement lié à la plus-value. Donc, l'avantage du placement immobilier, c'est qu'il va garder une certaine valeur dans son pouvoir d'achat. Donc, ce qu'on vient de voir, ce qui est important, plus mon écart entre ma pension légale et mon besoin est important, plus je vais devoir être acteur dans mon épargne devient important. Donc, je vais devoir vraiment être stratège, et c'est moi-même qui vais devoir guider mon choix d'épargne en fonction de mon objectif et ne pas être simplement passif sur ce choix d'épargne. Donc, la stratégie du placement immobilier, j'ai déjà une contrainte, c'est que déjà le banquier va me demander des fonds propres. Donc, de facto, je vais devoir placer sur le plan financier préalablement pour pouvoir faire un placement immobilier. Mon placement immobilier, il va venir être payé par les fonds que j'ai en banque, et je peux utiliser les produits d'assurance en garantie ou en avance pour financer également un projet immobilier. Au niveau du placement en assurance, j'ai deux types de placements. J'ai le placement déductible qui est le deuxième et troisième pilier, et j'ai le placement non déductible qui est le placement en branche 21, 23, 26. Bon, les banques sont revenues avec le placement en branche 26 en société. 21, 23 sont en général relativement abandonnés aujourd'hui ou très peu proposés en tous les cas. Le deuxième pilier, c'est celui qu'on connaît le plus. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on est continuellement attaqué ou sur lequel on a des demandes au niveau des banques et des assurances. Le deuxième pilier est caractérisé par essentiellement la pension libre complémentaire d'indépendants et pour pas mal de professions libérales au niveau de complément de l'INAMI. Et quand on est en société, c'est de l'EIP, et aujourd'hui, on sait avoir l'équivalent de l'EIP, même en activité privée, qui donne également une déduction de 30%. La PLCI est quand même, dans le placement deuxième pilier, pour nous, l'élément sur le moteur sur lequel je dois d'abord la travailler. Pourquoi? Parce que c'est déductible comme charge professionnelle du revenu du travail. Donc, on a vu tantôt que le revenu du travail était le revenu le plus taxé. Il était taxé à 60%. Il est certain que si je veux éviter ces 60%, le fait de mettre une pension libre complémentaire en place va me permettre, sur le montant qui a été déduit là-bas, de réduire de 60% globalement le coût de mes cotisations sociales et mon impôt aux personnes physiques. Ça diminue d'office ma base imposable, des revenus dirigeants, des bénéfices ou des revenus des professions libérales. L'EIP est quelque chose de beaucoup plus compliqué aujourd'hui à conseiller. Je n'ai pas dit que dans tous les cas, ce n'est pas intéressant, puisqu'on voit bien dans le tableau ici que par rapport à un simple boni de liquidation en société, mon EIP a 65 ans aujourd'hui, mais en sachant que c'est basé sur un âge de la retraite qui court jusqu'en 2025, puisque logiquement, tous ces barèmes devraient évoluer avec l'âge de la retraite qui va passer progressivement à 66 ans en 2025 et 67 en 2030. Mais évidemment, mon EIP reste intéressant à partir du moment où je suis certain de pouvoir payer un impôt définitif de 10% à la fin. Dans les autres cas de figure, c'est quand même moins... c'est beaucoup plus problématique, et c'est d'autant plus problématique avec la réforme d'impôt de société qu'on vient d'avoir pour 2018, puisque finalement, mon EIP, je vais la déduire de cet impôt de société qui vient de descendre à 20,40, et auquel il faut rajouter l'impôt sur bonification de 10% du solde, ce qui explique les 27,64. Donc on voit que si je suis sur un impôt de société de 20,40 avec une possibilité d'arrêter ma carrière avant l'âge de 65 ans, je risque de perdre de l'argent
sur un placement bloqué jusqu'à ma retraite. Donc je dirais que c'est quelque chose à mettre en place, surtout en fin de carrière, et pour autant qu'il reste de la place par rapport à ce qu'on a utilisé dans les autres piliers. Le troisième pilier est beaucoup plus classique, c'est les placements en assurance vie et en épargne pension. C'est les 980 €, je pense, pour 2018. Et c'est déductible par raison de 30%. L'épargne financière, ben là, on sort des assurances et on rentre dans les produits bancaires. Ben soit j'ai une épargne financière dans des actions qui est beaucoup plus risquée, dans des obligations moins à risque, soit je travaille sur des produits individuels ou des produits collectifs, ou parfois des produits mixtes. Et là, ben, je dirais que les rendements vont dépendre et de la durée et du risque qu'on est prêt de prendre sur le choix du placement. La transmission d'entreprise, pourquoi c'est en rouge? Parce que c'est un pari aussi. On a vu au début de l'exposé que ma transmission d'entreprise, c'est le pari de maintenir l'outil performant jusqu'au terme de ma carrière. Et ça, je dirais que je ne pourrai le rendre performant qu'à partir du moment où je le moderniserai. Et en plus, dans la transmission d'entreprise, je me retrouve parfois confronté avec une succession familiale. Donc là, ça va encore rendre plus compliqué le processus, puisque je vais devoir tenir compte des enfants qui travaillent dans l'entreprise par rapport à des enfants qui ne travaillent pas. Donc, je dirais que le processus d'une transmission d'activité familiale est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît, puisque, outre le problème du prix, il y a un problème de retour normal par rapport à un effort fait par les enfants qui n'a pas toujours été rémunéré en salaire réel pendant la période de travail. À nouveau, pour la transmission d'entreprise, on obtient des chèques entreprises aujourd'hui à la région wallonne et c'est toujours également subsidié à la région bruxelloise. La transmission d'entreprise va permettre également deux choses, soit récupérer un capital, comme si j'étais un tiers, et à ce moment-là, ma succession va emprunter la totalité, soit je récupérais un capital et ou une rente, et c'est souvent dans ce deuxième processus qu'on finit par se retrouver, puisque une partie du prix va se payer, les parents vont servir de banquier. Mais on va revenir maintenant dans un exemple qui va nous illustrer finalement les choix, et on va voir ensemble dans ces choix les différences de situations, et on va être acteur, et on va voir dans le fait d'être acteur dans son choix d'épargne, l'incidence que ça va réellement avoir et sur mon prélèvement et sur mon capital. On va partir d'une situation temps zéro, où je suis propriétaire de ma maison d'habitation, j'ai une épargne financière existante de 243 000, je décide de commencer à faire un gros effort d'épargne en disant « je ne me suis pas bien préparé, il est temps que je m'y mette ». Et je décide de faire 42 250 € par an, indexé à 2% pendant 15 ans. J'ai un rendement de 2% et une inflation de 2%. Je suis parti devant une situation identique. Après, on peut changer toujours ces paramètres et on aura à chaque fois des résultats un petit peu différents en fonction de ces choix de paramétrage. J'estime aujourd'hui que mon besoin complémentaire va être de 3 800 € par mois. Donc, c'est-à-dire qu'on se dit, voilà, je suis tout seul à avoir cotisé, j'ai droit à aller voir sur ma pension, j'y vais voir, j'attrape un choc, 1270 € de pension. Et je dis, je voudrais quand même bien avoir 5 000. Ça fait 3 800 en plus. Et je me dis, tiens, avec 2% d'inflation, 3 800, il me faudra 5 000 € dans 15 ans. Et puis, je me dis, je voudrais bien vivre sur ces 5 000 € dans 15 ans pendant 20 ans. On va voir ce que ça donne. Mais on va d'abord commencer par constituer son épargne uniquement sur le plan financier. Et on voit, j'ai fait l'effort, ce qui est en bleu plus foncé, c'est ce que j'ai démarré. En bleu un peu moins foncé, c'est l'épargne complémentaire. Et on voit chaque année, j'ai quand même fait sérieusement mon effort. Je me suis émis. J'ai décidé dès le départ de dire tous les mois, on va mettre ce qu'il faut de côté. Et j'ai obtenu un rendement financier correct de 2% par rapport à l'inflation. Mais au bout de mes 65 ans, quand j'arrive à 65 ans, j'arrive presque sur un capital d'1,2 million. Ma maison d'habitation, c'est quand même pas si mal. Donc,
ben, à 65 ans, je me dis, ben voilà. Et là, mon banquier et mon assureur, mon notaire, me dit, oh là 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 là, la maison d'habitation, un capital d'1,180 $, un seul descendant, s'il t'arrive quelque chose, tu n'es pas au bord des ennuis. Tu vas donner beaucoup à l'État. Mais ce qu'on perd de vue souvent, quand on arrive dans cette situation-là, on souhaite plutôt profiter de la vie qu'entrevoir déjà son départ. Mais heureusement que je n'ai rien fait, parce que ce qu'on voit ici en jaune, c'est le revenu de mon épargne qui fond au fur et à mesure que je vais consommer mon capital. Et je vais me rendre compte de mon insuffisance de capital, non pas en début de pension, mais au fur et à mesure des années qui s'écoulent. Et on voit que au bout de la 20e année, j'ai presque plus de rendement, mais j'ai un gros prélèvement de mon capital et on voit aussi l'effet de l'inflation, qui est la croissance de ma dépense. Sur le plan de mon capital, voilà ce qui se passe. J'étais à 1,2 million et au bout de 20 ans, il ne me reste plus grand-chose. Et heureusement que je n'ai pas écouté mon notaire, parce que je serais bien dans la merde, j'aurais été donné quelque chose que j'aurais dû consommer. Et bien souvent, c'est les banquiers qui font peur plutôt que les notaires. Donc, qu'est-ce qu'on constate? C'est la disparition du capital au fur et à mesure du temps. Et ce qu'on doit surtout faire attention, c'est de ne pas se retrouver en panne sèche au moment de la fin de sa vie, puisque finalement, on a prévu une durée, mais on n'est même pas certain que de cette durée, on ne sera pas toujours là. Donc, qu'est-ce que je me dis? Là, on vient de me dire que le placement uniquement en financier, c'était catastrophique. J'avais tout consommé. Je vais dire, 65 ans, j'ai ici, top. Je retire tout de la banque et je fais que de l'acquisition immobilière. Je dirais que sur le plan purement stratégique, je vais me retrouver avec un problème, puisque ce qui est en vert, c'est mon loyer. Ce qui est vrai, c'est qu'on voit que ce loyer va continuer à suivre l'inflation. Et ce qui est en rouge, c'est ce que il me manque dans le capital. Et chaque année, il m'en manque. L'avantage, comme mon loyer est indexé et qui suit partiellement l'indexation de mon besoin, on voit quand même dans le rouge que mon capital, il progresse dans son prélèvement, il progresse moins fort. Sauf que le problème, chaque année que je me mets en négatif, mon banquier va me prendre des intérêts et on voit que la charge d'intérêt va être de plus en plus importante. Si sur le plan de la situation purement matérielle, cette situation pourrait être possible, puisque quelque part, on voit que ma valeur immobilière qui a continué à prendre de la croissance, hormis au moment de l'acquisition où j'étais dû payer des droits d'enregistrement, on voit que cette valeur immobilière qui est en croissance va me laisser toujours une valeur nette par rapport à mon compte qui est en négatif. Le seul problème, c'est que votre banquier, il aime bien, vous avez beau lui dire, j'ai du patrimoine, il n'y a pas de danger, on le vendra quand je ne serai plus là et tu seras remboursé. C'est une situation qu'il ne va jamais accepter. La banque ne sera jamais descente en négatif de manière aussi importante le compte de votre compte en banque, en tous les cas. Donc, il devient important de choisir un plan mixte, qui est un placement aussi bien en financier, puisque j'ai besoin de consommer du capital, puisque mon rendement ne devrait pas, dans la plupart des cas, être suffisant pour couvrir mon besoin et son inflation, et un placement partiellement immobilier. Et c'est pour ça que vous devenez acteur. Je ne suis plus simplement passif à dire, voilà, les clés de mon épargne à mon banquier, à mon assureur, et dire tu me donneras le capital, je verrai ce que je vais faire avec. Évidemment, aujourd'hui, quand on a 30 ou 35 ans et qu'on promet d'un horizon de 30 ans un capital de 300 ou 350 000 euros, on va dire, ouais, c'est quand même pas mal. Mais dans 30 ans, je ferai quoi avec ces 350 000 euros? Je vivrai combien d'années? C'est ça le problème. Donc, il est important que ce placement mixte soit
lié au fait qu'on met en place cette stratégie de pension qui va dépendre non pas de mon rendement immédiat, mais bien de mon rendement long terme et certainement pas d'un rendement à court terme. Maintenant, à court terme, je peux toujours faire un bon placement, un peu plus rentable, être aussi un peu plus acteur dans l'acquisition d'actions individuelles. Mais il faut bien se rendre compte que c'est du temporaire, puisque mon objectif, c'est m'assurer un capital et une rente de manière certaine au moment de ma retraite. Mon placement mixte, on voit déjà dès le départ que je prends en rouge une taxe, qui est les droits d'enregistrement, au moment où je vais l'acquérir, et je vais faire une double acquisition en réalité à 51 ans, et dans l'exemple qui est ici, je vais faire une acquisition à 57 ans. Donc on voit que je me retrouve bien à 65 ans avec du patrimoine immobilier et du patrimoine financier. Le tableau ici illustre simplement l'évolution des deux types de placements. Le premier, ce qu'on voit tout bleu, c'est le placement uniquement financier, et le placement à côté est le placement mixte. Évidemment, il y a en début de période, si on prend 51 ans, j'ai même moins de rendement puisque l'État s'est servi par les droits d'enregistrement. Quand je fais en 57 ans une nouvelle acquisition, finalement, je suis dans la même situation patrimoniale en valeur, dont une partie est même pas disponible sur le capital, puisque la plus grosse partie de mon placement se trouve dans du placement immobilier. À 65 ans, j'ai rééquilibré les choses et idéalement, dans mon exemple, aux alentours de 58 ans, je vais favoriser mon épargne assurance deuxième pilier s'il y a de la place. Au moment de mon prélèvement, je vais aller d'abord prélever dans le jaune la partie des revenus de l'épargne immobilière, donc c'est mes loyers. Donc on voit, le fait de manger mes loyers vont donner une inflation à mon loyer, et cette inflation va durer jusqu'au moment où je décide de vendre un immeuble. À 85 ans, je vais certainement devoir à nouveau revendre un immeuble, ça on verra sur le tableau suivant. La partie brune est la partie de l'épargne, du rendement de l'épargne financière. Au fur et à mesure que je puise dans mon capital, cette épargne financière donne de moins en moins de rendement. Et la partie rouge, c'est la partie qui me permet de prélever dans mon épargne financière. Qu'est-ce qui se passe? À 79 ans, comme j'ai vendu un immeuble, j'ai moins de rendement immobilier, j'ai un peu plus de rendement financier, et puis je prélève un petit peu plus dans le capital. C'est ce qu'on voit ici, c'est surtout bien illustré sur la fin du tableau. Qu'est-ce qu'on constate? On voit clairement sur les dernières années, le fait d'avoir conservé une partie de patrimoine immobilier à la location va me permettre de prélever beaucoup moins dans le capital et beaucoup moins rapidement dans le capital. C'est ce qu'on va voir ici au niveau de l'évolution du patrimoine. On voit qu'à 65 ans, je démarre avec un patrimoine mixte, et puis à 85 ans, je me retrouve avec beaucoup moins de patrimoine immobilier qu'on voit bien financier, qu'on voit bien qui se réduit entre 79 et 85 ans à nouveau. Et logiquement, à 84, 85 ans, si je suis toujours là, je décide de revendre à nouveau un immeuble pour refaire des liquidités et assurer mon train de vie de demain. De manière comparée, plutôt que voir fondre comme neige au soleil mon patrimoine, ici, je vais voir fondre mon patrimoine beaucoup moins rapidement. Et là, je vais à nouveau être acteur dans la préparation de ma succession en fonction de la durée que j'ai choisie. Imaginons 20 ans, et au bout de 10 ans, on me dit « Attention, là, tu viens de choper une saloperie, il est temps de préparer tes valises. » Là, je vais organiser ma succession. La même chose, mais si je vois que mon capital fond beaucoup moins vite, et c'est dans le deuxième exemple, que ce que j'avais prévu, là, à nouveau, je vais être acteur dans la préparation de ma succession et rien ne m'empêche de donner l'excédent de mon patrimoine à 70 ans, à 75 ans en complément et de le faire de manière organisée. En réalité, c'est à nouveau l'organisation de cette préparation de succession qui va permettre d'en réduire les coûts. Ce qui est important, c'est que le bureau va vous accompagner pour fixer vos objectifs. Tenir compte de votre environnement, puisqu'il est important que je n'aille pas épargner les besoins de mon activité.
de conserver votre train de vie. Il n'est pas question de commencer à faire ceinture. On est bien là dans l'excédent de la consommation. Et on va pouvoir mettre la préparation de retraite. Notre objectif par rapport à ça, c'est votre réussite de votre plan de pension. Car votre réussite est notre réussite, puisque finalement, si on est autant de monde aujourd'hui, c'est lié au fait qu'on a pu travailler depuis 25 ans sur des projets avec des clients aussi bien dans leur activité que sur leur fiscalité et leur plan de retraite. Pour y arriver, le nom était tout à fait bien choisi dès le départ, puisque si on prend management, c'est bien de l'aide au management. La consultance, ça permet de consulter nos spécialistes. Et la participation, c'est pour participer à la réussite de vos projets. Aujourd'hui, on est dans un monde qui bouge, malheureusement. Et dans ce monde qui bouge, on a dû demander à pas mal de nos collaborateurs de se spécialiser. Puisqu'il faut bien se rendre compte que dans ce monde qui bouge, les moyens évoluent, et comme ces moyens évoluent, on est aujourd'hui dans une évolution aussi structurelle au sein du bureau. Et ce n'est pas toujours très simple, et c'est ce qu'on rencontre un petit peu chez tout le monde. On se dit, quand j'ai besoin de quelque chose, je ne trouve jamais la bonne personne. Et c'est un peu partout le même problème. Pourquoi ? Parce qu'on tombe sur un interlocuteur, et finalement, on lui pose des questions, on ne s'inquiète même pas s'il est compétent dans les questions qu'on lui pose. Il y a 25 ans, c'était très simple d'organiser une entreprise. J'avais un gestionnaire, j'avais un responsable de gestionnaire et j'avais un manager. J'étais là comme manager, assisté, et on organisait ça. On était déjà moins nombreux, c'est vrai, mais on organisait l'entreprise de manière pyramidale. Aujourd'hui, l'entreprise, c'est un peu ce qui se passe sur Internet. On passe d'une page à l'autre, d'une connexion à l'autre et d'une spécialisation à l'autre. Évidemment, au sein du cabinet, je ne peux pas demander à tous mes collaborateurs de pouvoir gérer toutes les problématiques dans leur ensemble et d'une manière performante. Donc, on a dû travailler à l'intérieur du bureau sur des consultants spécialisés et on est le relais pour le client sur toute une série de besoins, que ce soit juridique, informatique, social, banque et assurance, consultant externe, tax shelter, etc., etc. Donc, on voit ici, si je vous laisse comme ça, évidemment, on se retrouve déjà devant un problème, parce que je ne sais pas, quand je sonne, on a l'espérance que c'est la bonne personne à qui je poserai la question. Dans le passé, on a pu tisser des liens particuliers, que ce soit au niveau informatique, social et tax shelter, où on a des collaborations, notamment au niveau social, avec Securex qui est ici dans la salle, qui est depuis le début, même pas du bureau, de ma carrière. Ils ont commencé sur Charleroi au même moment. Donc le fonctionnement du bureau, aujourd'hui, on voit que je ne suis plus simplement sur des gestionnaires, des responsables de gestionnaires ou des managers. Comme ils sont là dans la salle, je vais prendre mon papier pour n'oublier aucun, on va voir un petit peu le rôle de chacun. Évidemment, nos partenaires sont ceux que vous rencontrez le plus. Et pour les clients qui sont là depuis 25 ans, ils disent, quand ils me voient en rendez-vous, ça change tout le temps chez vous. Et ils ont raison. Et il y a deux raisons pour ça. Un, si le partenaire n'est pas bon, il s'en va. Et s'il est bon, il veut faire autre chose. Donc, voilà le problème sur lequel on était confronté. Donc, à un moment donné, je me suis dit, ce n'est pas un problème, je vais mettre mes plus vieux collaborateurs comme le relais du client. Mais là, j'ai un problème, ils sont passés au bureau. Puisqu'ils font le travail spécialisé, et là, ils sont souvent à l'extérieur ou en rendez-vous. Donc, résultat des courses, le client n'est pas mieux servi. Donc, je suis revenu sur cette logique que finalement, c'est mon gestionnaire qui doit être mon premier relais du client. Pourquoi ? Parce que lui, c'est vraiment le partenaire, c'est celui qui a le plus de contact avec le client et c'est celui qui doit vous répondre à moins de questions, logiquement. Il doit plutôt vous dire « je vais me renseigner ». Donc, pour ne pas en oublier, parce que ça, c'est la gaffe. Voilà. Donc, ici, au niveau des partenaires, à l'IPP,
il y a Mélanie et Steven. Bon, si vous pouvez venir pour vous montrer. À l'ISOC, j'ai Samira. En relations informatiques, Félix, c'est lui qui vous a organisé toute la partie des Matchbox dans le cadre de la digitalisation des pièces informatiques. Au niveau de la communication, gestion starter accueil, Elisa. Bon, ça, celle que vous aurez tout le temps au téléphone, elle aime bien ça. Et Jean-Michel, qui est pour l'instant encore un partenaire, mais qui va prendre le relais d'ici peu, sans doute d'ici septembre, comme consultant spécialisé en relations bancaires, puisque de plus en plus, nous sommes confrontés à des banquiers qui comprennent de moins en moins ce qu'est de la fiscalité. Donc, il vous arrive chez votre banquier et il vous dit, vous n'avez aucune capacité de remboursement, et il dit, mais je gagne bien ma vie. Donc, je pense que là, il est grand temps que nous remettons un petit peu un relais entre vous et le banquier pour leur expliquer que le revenu du capital est un revenu. Au niveau des consultants, vous pouvez voir que dans le graphique, et c'est volontaire, c'est la partie qui va être le plus importante demain, parce que finalement, nos partenaires de première ligne, c'est un métier, et c'est une partie du métier qui va tendre à s'automatiser encore. Et finalement, c'est jamais qu'une évolution que je connais depuis 25 ans dans le bureau, puisqu'il y a 25 ans, on faisait les bilans à la main. On les grattait au crayon, dans des livres, qu'on remettait au secrétariat. Et le secrétariat retapait ça à la machine. Puis, elle passait son temps à compter les chiffres pour voir s'il n'y avait pas d'erreur d'addition, et avec toujours des erreurs d'addition qui partaient quand même. Puisqu'on inversait bien deux chiffres. Quand, au bout de la journée, on avait fait les des additions toute sa journée, à un moment donné, on ne voit même plus les chiffres. Au niveau de nos consultants spécialisés, au niveau juridique, c'est Mathieu. Donc, bon, j'espère que vous ayez juste affaire à lui pour des problèmes de convention et de moins en moins, si possible, ne pas devoir avoir besoin de ses services pour des problèmes fiscaux, puisque lui, il est déjà à un stade plus loin. Au niveau fiscal ISOC, on a Nicolas. Fiscal IPP Sylvie. Prime et aide régionale François. Numérisation des entreprises et digitalisation Dogan. Donc lui, il va vraiment avoir un rôle très important dans l'outillage, puisque c'est lui votre relais dans toute la modernisation du dépôt des documents, de pouvoir utiliser les nouveaux moyens modernes. Et pour les entreprises d'un peu plus grande taille, on essaie d'automatiser les entreprises pour réduire au maximum les structures administratives. Et les structures financières, on a Jérémy. Lui, il s'est spécialisé dans l'organisation des mises en place financières, donc éviter que vous dépensiez à partir du compte activité et qu'on dépense plutôt à partir du compte privé et se mettre dans les bonnes conditions d'épargne. Au niveau des consultants spécialisés, il faut quand même encore un relais, parce que si le partenaire n'est pas très performant et ne transmet pas aux consultants spécialisés, il faut quand même rester dans cette hiérarchie qui existait avant, et on est quand même encore sur des relais de managers. Au niveau des aides managers, ou tous ceux qui m'assistent et qui vont rester dans cette première ligne là, ils sont plus généralistes. Le plus généraliste de tous, c'est Grégory. Au niveau de l'IPP, Jessica. Et au niveau du secrétariat, celle qui connaît tous vos habitudes, qui prend vos rendez-vous, qui me casse souvent les pieds en fin de journée, Christina.
Il reste une personne que vous voyez très peu et qui, quelque part, est là dans l'aventure d'MCP depuis le début. Et je dirais que quand on a démarré, pendant que je m'occupais de pouvoir accroître l'activité du bureau, pouvoir faire en sorte de vous servir au mieux, il fallait bien quelqu'un qui fasse le ménage, et ça n'a pas toujours été le bon rôle au sein du bureau. Et c'est elle qui a plus ou moins, et je pourrais dire, qui a même formé tous les gens que vous avez ici. C'est Anna. Aujourd'hui, elle s'occupe encore dans ce travail un peu dans l'ombre, enfin même beaucoup dans l'ombre, qui est la tenue de la comptabilité du bureau, et surtout toute la gestion du personnel et toute l'organisation. Et c'est quand même un fameux poids qui m'est déchargé à ce niveau-là. Vous pouvez les applaudir. Voilà, vous pouvez retourner à votre place. Non. Notre objectif de demain, pour ce qui vous concerne, mais pour les professions libérales, finalement, il est le même qu'hier. C'est vous permettre de bien vivre tout en préparant votre pension du futur. Pour l'entreprise, là, on est confronté dans un environnement qui bouge énormément. Et c'est pour ça que nous avons mis en place cette structure de personnel dans les collaborateurs, de personnes spécialisées et consultants. Pourquoi ? Parce qu'on l'a vu, on est confronté à plein de domaines, et finalement, dans tous ces domaines dans lesquels on est confronté, il faut obtenir une réponse la plus adéquate possible. L'entreprise est confrontée, et le bureau n'y échappe pas, à des problèmes de communication, à des problèmes de coûts administratifs, de coûts de fonctionnement, et in fine, en fonction du client qu'on a devant nous, on est de plus en plus confronté à des consommateurs qui n'attendent pas nécessairement du prix la même chose. Je n'ai pas dit le service. Donc il va payer son prix différemment. Aujourd'hui, quand on est questionné par Internet, par quelqu'un qu'on ne sait pas d'où il tombe, qui nous dit « Tiens, combien coûte votre comptabilité ?» Remettre un prix global avec le service global sans pouvoir lui expliquer, la seule chose qu'il va faire, il ne va pas venir. Parce qu'il va se dire ouais, « c'est beaucoup trop cher ». Et tout simplement parce qu'on va répondre à un prix sur une offre de service, de ce qu'il a besoin, et lui a demandé un prix pour la comptabilité. Donc, je dirais que ce qu'on vit au sein du cabinet, c'est à peu près ce que toutes les entreprises vivent aujourd'hui. On est confronté à une modification de l'offre de prix et pas nécessairement du service. Ce qui est important, et c'est pour ça que le rôle de Dogan devient hyper important, c'est que l'entreprise doit éliminer son coût administratif aujourd'hui. Et quand on va dire, oui, mais si c'est moi qui travaille, ça ne coûte rien, ça coûte toujours au moins le temps familial, puisque si je le consacre à faire mes papiers, je ne le consacre plus à ma famille, ou ça coûte le temps de traitement. Et on peut prendre un bête exemple. Aujourd'hui, on a deux systèmes pour faire un devis. Je fais mon devis de manière manuelle. Qu'est-ce qui va se passer dans mon devis manuel ? Je vais le faire, je vais l'envoyer par la poste. Dans le meilleur des cas, je vais attendre une dizaine de jours. Je vais reprendre contact avec mon client en disant « Tiens, tu as bien reçu mon devis ?» Il va dire « Oui. » « Est-ce qu'on peut se rencontrer ?» Il va dire « Oui. » Et puis il va dire « Oui, mais tu sais, tout compte fait, ce que tu m'as proposé là, il faut que ça change, parce que j'ai vu sur Internet quelque chose de meilleur. » Le client, il fait quoi ? Il retourne, vous en tant que donneur de travail, vous dites je retourne, je vais refaire mon devis. Et puis vous refaites votre devis chez vous. Vous le modifiez, vous le renvoyez. Et puis qu'est-ce que vous prenez rendez-vous et dites « Ah ouais, mais attends, j'ai encore vu sur Internet quelque chose de mieux. » Et à ce petit jeu-là, vous pouvez faire 10-15 devis. L'autre solution, c'est de travailler sur des outils web, facturation, je suis dans la même situation. J'ai fait mon devis, je lui ai envoyé par email, donc j'ai déjà évité la poste. Il l'a reçu tout de suite. Je prends rendez-vous chez lui, je vais avec mon ordinateur surtout. Puis il a dit, j'ai vu sur Internet, pas de problème, on modifie tout de suite. Le prix te convient, tu veux 5% de ristourne, pas de problème, je te l'offre. Tu as une imprimante chez toi, tu es d'accord avec moi, je te l'imprime. Après, tu peux changer, ce n'est pas un problème. Tu as signé un contrat, ce que tu changeras, tu paieras.
C'est ça la différence entre le mode de fonctionnement de certaines générations et d'une génération plus jeune, qui est connectée en permanence, qui attend des réponses immédiates en permanence, mais d'un autre côté, en tant qu'entreprise, elle va tuer toute notre rentabilité si on n'est pas attentif ou si on n'est pas équipé de manière correcte au niveau de l'informatisation. Donc, étant conscient également de ça, aujourd'hui, l'outil web du bureau a servi à la consultation de pièces administratives et de dépôt et consultation de vos pièces comptables. D'ici peu, puisqu'on est en train de transformer le site Internet pour le rendre notamment dédié à vos spécificités, le site Internet deviendra un outil qui vous permettra également d'avoir accès à votre situation graphique, bilan et compte de résultats, clients, fournisseurs, compte d'attente et système de communication. Vous allez pouvoir gérer votre caisse. Il y a des possibilités d'avoir des outils de facturation et surtout aussi ça, c'est en phase test. Je l'ai sur mon GSM, ça a l'air de fonctionner. Après, maintenant, on fera les chemins. C'est de pouvoir déposer tout ce qui est petit ticket qui embête son monte au scanning directement par rapport à une application avec une photo. Et de son GSM, ça fait bien. Vous allez au restaurant, vous faites la photo du ticket de caisse, directement vous dites c'est pour ma comptabilité, et vous ne le perdez pas. Le site Internet demain deviendra surtout un centre de gestion et une centrale d'alarme. Donc je dirais que l'avantage du fait qu'on puisse progressivement, par les outils informatiques, faire du traitement, je ne vais pas dire en temps réel, parce que temps réel, ça voudrait dire je dépose, c'est fait, mais en temps rapproché, va nous permettre vraiment de pouvoir mettre des systèmes d'alerte par rapport à des objectifs pré-choisis. Et en fonction des systèmes d'alerte, dès qu'on sortira des rails, on va pouvoir être informé. Pour y arriver, on continuera à investir en moyens informatiques et humains pour répondre à vos besoins. Votre partenaire va redevenir et est votre premier contact. Il est censé transmettre vos demandes aux consultants spécialisés dans le domaine du bureau, ce qui évite de savoir, tiens, j'ai besoin de quelque chose, à qui je le demande. C'est votre interlocuteur de base. Et moi, en qualité de manager, je reste le garant de votre réussite. Ce qui est important, c'est que finalement, comment s'est construit MCP ? Finalement, MCP, aujourd'hui, il s'est construit grâce à votre fidélité aussi. Du point de départ, ce qui est assez extraordinaire, alors qu'on part sur très peu de clients la première année, peut-être 50-60 clients, il en reste encore une dizaine de vivants. Et en activité en plus. Donc il y en a d'autres qui sont toujours vivants, mais plus en activité. Donc je dirais qu'il nous reste au moins environ une dizaine de clients qui ont plus de 25 ans ou au moins 25 ans de collaboration avec le cabinet. Et puis j'ai fait une analyse de me dire, tiens, puisque Christine voulait offrir un petit cadeau aux clients qui avaient une certaine fidélité plus importante, et là, c'est tous les clients qui ont reçu un talon ici d'une autre couleur, parce qu'ils ont plus de 15 ans de collaboration. Et tous ces clients, aujourd'hui, le bureau a encore plus ou moins 200 clients avec 15 ans de collaboration. Donc la construction d'MCP s'est faite par des couches successives de clients dans lesquels on a pu accroître le nombre de clients. Et aujourd'hui, c'est 900 clients. MCP, c'est la garantie d'une augmentation de l'offre de service. Pourquoi ? Parce qu'on va continuer à moderniser. Ça fait déjà 2-3 ans qu'on a mis des outils, on a mis en place les moyens informatiques pour pouvoir augmenter l'offre de service. On a spécialisé au sein du cabinet aujourd'hui pas mal de collaborateurs. Évidemment, ils ne sont pas aujourd'hui, quand j'ai parlé des consultants, dans une fonction full-time consultant, puisque évidemment les demandes ne sont pas encore là, mais il est certain qu'on pourra répondre à ça et maintenir nos tarifs au plus juste. Pour y arriver, ce modèle s'est fait par le fait que vous avez parlé de nous, parce que ça nous a permis d'avoir plus de clients. Plus on parle plus de clients et d'avoir plus de moyens pour parvenir à la réussite de vos objectifs de demain. Et surtout, ça va nous permettre de bien spécialiser nos collaborateurs dans leurs fonctions de demain. Avant de pouvoir passer
aux vraies festivités, puisque là, vous avez dû un petit peu m'écouter, je souhaite quand même apporter un certain nombre de remerciements. D'abord à M. Williams qui vous a concocté en 48 heures, on va dire, le cadeau d'aujourd'hui. Je pense qu'il est toujours dans sa voiture, donc il doit simplement le sortir. Pourquoi je lui ai demandé de le faire? C'est une success story au sein du cabinet, puisqu'il a repris une activité il y a quelques années. Et puis, finalement, un jour, il est venu, il y a quelques mois, me dire, tiens, je vais fabriquer des verres en plastique. Je lui ai dit, explique-moi. Donc, il m'a expliqué, j'ai dit, c'est une bonne idée. Puis, je lui ai dit, tiens, tu me ferais bien un support avec ça pour les 25 ans. Donc, c'est ce qui vous sera remis tout à l'heure, enfin, quand vous repartirez de la soirée. Monsieur Pinto, qui nous a fait l'honneur et le plaisir de faire le petit film et la présentation, une partie de la présentation que vous avez vue aujourd'hui. Daniel et Patrick, qui sont les informaticiens extérieurs du bureau, qui nous ont permis d'imager et de faire tout l'exposé de manière graphique, puisque moi, ce n'est jamais que du texte au départ. Mais enfin, je trouvais que c'était bien de lier le petit film à l'exposé. Et j'aimerais bien également remercier Securex pour leur collaboration depuis plus de 25 ans au sein du cabinet et leur présence aujourd'hui. Et surtout Scoop Invest, qui nous fait le plaisir, comme il nous l'avait fait pour les 20 ans, d'avoir créé toute l'animation qu'on va voir juste après, qui est le film. Voilà.